La publicité. T'en vois tous les jours, tu en supprimes tous les jours, elle te saoule tous les jours, et pourtant tu connais rien ou presque de l'histoire de la publicité. C'est pour ça que demande chaque jour, mais comment s'est développée la publicité? Alors je me suis beaucoup documenté et je pense être à même de pouvoir répondre à ta détresse. Je vais t'expliquer l'histoire de la publicité. La pub, c'est un moyen pour transmettre un message, pour dévoiler quelque chose, pour le rendre public. Avant de savoir l'histoire de la publicité, il faut savoir que cette publicité est basée sur 3 grands objectifs. Le premier objectif est celui cognitif, c'est-à-dire faire connaître. Le second est l'objectif affectif, faire aimer bien évidemment. Et le dernier est celui conatif, pour inciter à l'achat. Dès son apparition, la publicité a suivi des moyens matériels et technologiques pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Pour clarifier tout ça, on va parler de la publicité par les principaux supports médias, hors médias, et les différentes approches publicitaires créées par les agences. Il faut savoir que depuis qu'on parle de publicité, les différentes formes de pub ont vraiment beaucoup évolué. Les historiens ont daté les débuts de premières publicités en Antiquité, de grandes fresques murales qui parlent d'hommes, politiques ou annoncent des combats. Ces fresques portaient déjà des messages et répondaient déjà aux objectifs de la publicité actuelle. Au départ, la publicité était vraiment orale, surtout au Moyen-Âge. La plupart étant analphabètes, des crieurs annonçaient des ordonnances royales ou des enterrements. Mais on commence à percevoir des premiers messages visuels pour indiquer la nature d'un commerce. Vous vous en doutez, ça a bien changé depuis. Avant de voir les pubs en elles-mêmes, on va parler des marques. Donc les marques, ça vient de l'anglais brand. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez à McDo et pas à Quick. Pas de marque, pas de différenciation, et pourtant je vous laisse imaginer le désastre. C'est notamment grâce à leurs enseignes. Ces enseignes, elles ont été créées, à l'origine, pendant l'Antiquité. C'est à peu près à partir du XIVe siècle que les marques ont transformé leurs identités en logotypes. Ça permet d'identifier visuellement et rapidement une marque. Les marques ont aussi développé depuis le XVIIIe siècle leurs identités, en créant les slogans. Dans le jargon, on dit tagline ou encore headline. C'est en fait une phrase d'accroche, différente de la signature qui elle s'appelle la baseline. C'est une phrase courte et concise qui va être changée à chaque nouvelle campagne de communication. En général, le slogan est bien rythmé et reste dans la tête du public. What else? What else? Dans les mêmes années, les marques ont aussi développé les mascottes. Une mascotte, c'est quoi? Ça peut être un peu de tout. Un objet, un animal, mais tous sont personnifiés. Le but est d'installer une relation de proximité avec les personnes. La plupart du temps, les mascottes sont différentes de la marque, ce qui permet de développer les valeurs de la marque. Intégrité, honnêteté, bravoure. La première mascotte est de 1877 avec Quaker Oats. Bon, maintenant que tu en sais un peu plus sur l'origine des marques, on va pouvoir parler de publicité. Et on va commencer avec tout ce qui est l'affichage, la presse et les autres supports d'impression. Les affiches viennent de l'Antiquité et sont toujours présentes aujourd'hui, mais elles ont bien évolué au fil du temps. Et avec l'arrivée de l'impression en 1440 grâce à Gutenberg, ça permet la multiplication des publications. Et suite à la Révolution française de 1789, la liberté d'édition fait son apparition. Avant cette liberté, des pamphlets étaient édités. C'était des œuvres littéraires qui avaient pour but de critiquer ou de dénoncer le roi. Au XIXe siècle, l'affichage fait son apparition sous forme d'affichage mural unique. Ce sont des peintures sur bâtiments. C'est à la fin de ce siècle et au début du XXe qu'on attend l'âge d'or des affichistes. C'est le cas de Jules Chéret, un illustrateur qui va créer les codes de l'affichage moderne. La pub devient alors un art fort. Plus tard, dans le XXe siècle, les illustrations vont être remplacées par la photographie, pour des raisons de temps et bien évidemment de budget. Depuis 2010, on voit de plus en plus d'affichage numérique, comme on peut le voir à Times Square. À part les affiches, l'imprimerie a aussi permis de développer différentes formes de dépliants que l'on connaît aujourd'hui. Parlons maintenant de la presse. Au XVIIe, la publicité apparaît dans la presse. C'est en 1677, à Londres, que cette première publicité apparut. À l'origine, ces publicités étaient médicales, car la peste était au cœur de la société. C'est à partir de 1835 que le New York Herald change de type de publicité et décide de cibler ses publicités en fonction des jours et de l'actualité. Ça a permis de cibler plus sur des populations précises. Au fil du temps, ces campagnes ont été de plus en plus demandées et sont devenues donc de plus en plus chères. C'est ce qui a participé au développement de la presse. Cette presse a aussi permis de développer une culture de l'information. C'est pour ça qu'on parlera aussi de l'actualité dans la publicité. L'actualité dans la publicité permet à la marque de se situer dans la société actuelle. C'est à partir du XVIIe siècle et suite à la victoire de Charles V de Lorraine contre l'armée turque qu'un graveur utilisa cette victoire pour communiquer sur ses nouvelles cartes. Ou encore Coca-Cola qui dès 1931 utilise le Père Noël dans ses campagnes de publicité. Aujourd'hui, Sixt base principalement ses publicités sur cette actualité.
Le développement de l'impression a aussi permis la création des catalogues. Je pense que vous avez tous déjà reçu les énormes catalogues d'IKEA dans vos boîtes aux lettres. Les premiers catalogues sont imprimés en 1667. C'est un catalogue de vente de jardinage à Londres. Cependant, à cette époque, il n'y a pas de véritable stratégie de conception d'un catalogue. Thomas Edison mettra alors en place une véritable stratégie. C'est suite à cela qu'en 1872, le premier gros catalogue apparaît. Celui-ci comprendra 163 articles. 20 ans plus tard, ils seront composés de plus de 240 pages. Une expansion de cette méthode est présente aux USA par la possibilité d'acheter des produits dans des villes de petite et de moyenne taille. Ça a également suivi à la révolution industrielle, mais les catalogues connaîtront une légère disparition suite à l'apparition d'Internet qui est l'évolution des catalogues. Mais certains magasins se sont rendus compte qu'en supprimant les catalogues, leur fréquentation a baissé. C'est pour cela que des marques comme Carrefour ou Ikea continuent à développer les catalogues. Au 19e siècle, les premières agences de pub ont été créées. Elles ont alors un rôle d'acheteur et de revendeur. C'est en 1869 que N.W. Hoyer devient la première agence moderne. Par la suite, le secteur se développe très fortement. Près de 400 agences de pub sont présentes à Londres. En 1947, JWT dépasse les 100 millions de dollars. Aujourd'hui, les agences déclinent des studios spécialisés dans la création de messages. Il y a donc un regroupement qui est effectué. Parmi les agences les plus connues, on y retrouve WPP, qui est l'ex-premier groupe de communication. Elle emploie plus de 179 000 personnes et est présente dans plus de 111 pays. Le second est Omnicom Group, c'est la deuxième holding la plus importante d'agences de pub et de communication au monde. En France, nous avons Publicis Group, qui a été fondé en 1926 par Marcel Bleustein Blanchet. Ce groupe français est aujourd'hui le troisième groupe mondial. C'est en 1900 que la publicité d'intérêt général apparaît. Elle consiste à faire de la prévention ou de l'information pour la société. La première apparue aux États-Unis pour dénoncer le travail des enfants, et les plus connues sont celles pour la Première Guerre mondiale, qui a entraîné la propagande. Nous avons donc pu connaître I Want You. Aujourd'hui, ce sont des campagnes pour la prévention de l'environnement ou encore pour la sécurité routière. C'est en 1910 que la publicité comparative apparaît. En France, elle est autorisée que si elle est sur quelque chose de quantifiable. La première marque à avoir effectué une telle pub est la marque Vico, qui a attaqué Mousseline sur sa pomme de terre. Vico affirmait alors que sa purée était composée de 100% de pommes de terre. Cette stratégie publicitaire a été autorisée aux États-Unis à partir de 1972, au Royaume-Uni en 1974 et en France à la fin des années 90. Aujourd'hui, nous retrouvons toujours ce type de publicité, notamment Leclerc et sa campagne de qui est le moins cher. Le sponsoring est apparu en 1920 et est basé sur un accord commercial entre une marque ou une entreprise avec une star ou une émission TV, ou aujourd'hui même des youtubeurs ou des influenceurs. Le sponsoring s'est aussi développé dans le sport et la musique à cause de grandes batailles entre Pepsi et Coca. Aujourd'hui, c'est l'une des formes de publicité les plus répandues. C'est vers 1920 que la publicité démonstrative a été créée. Elle consiste à démontrer et expliquer en intégrant la justification et la simplification de la démarche. Les jingles est lui aussi apparu en 1920. Il permet de se différencier à l'aide d'une musique. C'est en 1987, lorsque les Beatles décident de vendre leur musique à Nike, que cette pratique s'est démocratisée. Aujourd'hui, certains groupes se font connaître grâce aux publicités. C'est en 1990 que la publicité ambiante a été créée. Donc cette publicité est basée sur les lieux extérieurs et là où l'on s'y attend le moins. C'est surtout aux États-Unis qu'elle est présente. À partir des années 70, le bouche à oreille est vu comme un moyen de faire de la publicité. Alors que c'est sans doute l'un des premiers, le bouche à oreille est considéré comme marketing viral. Ça consiste à faire le buzz. C'est à New York que le bouche à oreille fut reconnu. Notamment grâce à une campagne de publicité qui a utilisé des taxis new-yorkais pour parler d'un produit, des bienfaits de celui-ci. C'est ce qu'on a appelé la publicité vivante. C'est toujours le cas aujourd'hui et c'est ce qu'il se passe notamment sur les réseaux sociaux. La publicité au cinéma apparaît à la fin du XXe siècle. On a pu connaître les premières publicités au cinéma avec la marque de whisky Dewar. En 1890, l'apparition des placements de produits se fait peu à peu et prend surtout de l'ampleur en 1982 après la sortie du film E.T., où la petite fille mange des bonbons Skittles. Pour l'anecdote, c'est le film Sex on the Beach qui détient le record du nombre de placements de produits avec plus de 200 placements de produits. Pour vous en rendre compte aujourd'hui, le placement de produits, c'est 8 milliards de dollars chaque année dans le monde, et grâce au numérique, des placements de produits sont même incrustés dans d'anciens épisodes de certaines séries, comme Friends notamment. C'est aussi au 19e siècle qu'apparaissent les premiers testimonies. Ça consiste à faire parler des personnes ayant déjà utilisé les produits d'une marque pour créer de l'authenticité à celle-ci. En 1932, l'agence Blackett, une agence de communication, a décidé de créer un programme entier sponsorisé par une marque. C'est ce qui va marquer l'apparition des soap op, qui sont des programmes de 20 à 45 minutes comme Amour, gloire et beauté.
À la télévision, la première publicité apparaît aux États-Unis en 1941 pendant la retransmission d'un match de baseball. Elle fut visionnée par 7500 téléspectateurs, ce qui représentait un nombre énorme à l'époque. Par la suite, en 1950, la pub télévisée va devenir un élément fort de la communication aux États-Unis avec l'apparition des spots de 30 secondes. Les concepts des campagnes de communication à la télé que nous connaissons aujourd'hui ont vu le jour dans les années 60, mais en France, la pub est arrivée beaucoup plus tard à la télévision. C'est en 68 que Boursin diffuse sa première publicité à la télévision. Aujourd'hui, le problème de la publicité à la télévision, c'est le zapping. Par exemple, depuis 2 ans, certaines entreprises ont abandonné l'idée de faire de la pub durant le Super Bowl. Et en plus, c'est un média super cher. Il faut compter au minimum 500 000 €. La publicité à la radio a fait son apparition en 1921. La radio a une particularité d'être un média d'accompagnement physique. Nous pouvons faire n'importe quelle activité en même temps d'écouter de la radio. À ses débuts, la radio n'intéressait pas les agences de communication, pourtant, aujourd'hui la radio est le média le plus rapide. En 1938, la radio va dépasser en termes d'investissement publicitaire la presse, grâce à son coût peu élevé notamment. En termes d'investissement, aujourd'hui, la radio se place à la 3e place. Ah là là, la publicité en ligne. Elle voit le jour en 1994. Au démarrage, la publicité en ligne était uniquement images statiques avec du texte. Cependant, au début d'Internet, il était difficile de cibler les utilisateurs et c'est pour ça que Google et Facebook perdaient de l'argent. Le retour sur investissement était aussi difficilement quantifiable. Aujourd'hui, ces données sont facilement quantifiables, notamment au nombre de clics, et en 2012, la pub en ligne comptera 40 milliards d'investissements. C'est la première investissement dans la publicité au monde. C'est en 2000 que la première campagne de SMS fut lancée, et c'était surtout en 2008 avec l'avènement des smartphones que les publicités ont le plus débarqué sur nos téléphones. Cela reste néanmoins même principe que l'emailing et suscite peu d'intérêt car ils sont pour la plupart très vite supprimés. Et c'est aussi aujourd'hui le moyen le plus utilisé pour l'accès aux réseaux sociaux. Les publicitaires s'adaptent donc à ce nouveau format. La pub est même présente dans les jeux vidéo. Les jeux publicitaires ont vu leur apparition en 1995. A l'origine, les jeux permettaient de se distraire et certains sponsors payent pour apparaître dans des jeux comme dans FIFA notamment. D'autres marques ont décidé de créer leurs propres jeux et c'est ce qu'on appelle des advert games. Permettra aux consommateurs de découvrir l'univers de la marque et de l'apprécier tout en se distrayant. Malin, non ? Il faut savoir que la publicité n'est pas si libre qu'elle y paraît. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, la publicité est réglementée. Elle ne doit pas être mensongère ni trompeuse. La publicité va donc jouer à la limite de la réglementation en contournant les lois avec la rhétorique de l'image. La publicité la plus attaquée a été une publicité du groupe KFC. En effet, dans cette publicité, les personnes parlent la bouche pleine. En France, il existe beaucoup d'interdits en ce qui concerne la publicité. La publicité d'enfants mangeant entre les repas devant la télévision, les pubs d'alcool dans les magazines pour enfants ou de sport, dire que les boissons dites énergisantes donnent des performances. La publicité est aujourd'hui vraiment très encadrée. Maintenant que vous connaissez à peu près toutes les méthodes de publicité qui existent aujourd'hui, vous allez certainement vous demander « mais qu'est-ce qui fait vendre ?» C'est les publicitaires eux-mêmes qui vont répondre à cette question en créant l'USP. Qu'est-ce que c'est l'USP ? C'est l'Unique Selling Proposition, ou en français ça désigne l'argument clé de vente. L'objectif de cette USP c'est de faire dans chaque message publicitaire une promesse simple, puissante et exclusive aux consommateurs. Donc cette USP est présente un peu partout dans les publicités, par exemple chez les lessiviers. Mais au-delà de l'USP, est-ce qu'il y a des choses qui font vendre plus que d'autres ? Et oui les amis, le sexe. Non, je ne rigole pas, le sexe et la nudité ont vraiment fait vendre beaucoup durant les années 60, jusqu'aux années 90 où il y a eu un déclin à cause du sida. C'est avec le magazine Playboy que les pin-up en maillot de bain ont commencé à faire la promotion de divers produits. Certains magazines de Playboy étaient même interdits à la vente. Certaines publicités ont d'ailleurs fait scandale. Aujourd'hui, la publicité en France est devenue de plus en plus minimaliste, parce que les Français n'aiment pas lire. Certaines marques aujourd'hui font même des pubs sans aucun texte, comme les affiches McDonald's. Mais pour ça, il faut vraiment que la marque fasse partie de nos quotidiens. En parlant de notre quotidien, c'est presque 3000 marques qui sont stimulées par jour. Google et Facebook sont aujourd'hui les 2 régies publicitaires les plus grandes au monde. Elles ont révolutionné les façons de faire de la pub et de la vendre, avec des méthodes plus facilement quantifiables et plus ciblées. Ils ont réussi à rendre l'utilisateur acteur. C'est plutôt malin, non ? Voilà pour aujourd'hui, l'histoire de la pub c'est terminé, et maintenant je n'ai plus qu'à vous dire. Au revoir.